Bien. Bonjour mesdames et messieurs. Je ne suis pas Édouard Philippe, ça vous l'avez compris. Je suis Christophe de Gruel, le président de la communauté d'agglomération de Blois. Et c'est la communauté d'agglomération qui organise la dictée historique. Vous savez que l'une des caractéristiques des rendez-vous de l'histoire, c'est de croiser les savoirs, de décloisonner les questionnements. Et il nous paraissait intéressant de procéder à cette remise de prix de la dictée historique à un moment où l'ancien Premier ministre Édouard Philippe viendra dialoguer et exprimer sa vision des choses. Alors, cette dictée historique, nous allons procéder à la cérémonie de remise du prix. Vous avez donc Pascal Horry, vous avez Monsieur Collignon qui a été pendant de très longues années correcteur en chef, je ne sais pas si c'était votre titre ou votre fonction, mais correcteur en chef du Monde, à un moment donné où il n'y avait aucune erreur dans le journal. Aucune. Aujourd'hui, c'est peut-être, il nous expliquera, c'est un peu moins aussi rigoureux. Et puis, la lauréate qui a fait 0 faute ou pas? 2 fautes. Voilà. Et demi. Donc, on va vous expliquer. Il nous expliquera ce que c'est une demi-faute. Voilà, donc je vais laisser la parole à Pascal Horry, qui avait choisi un texte d'Augustin Thierry dans les récits des temps mérovingiens. Et ce matin, en réfléchissant à notre cérémonie, je me suis souvenu d'une petite anecdote, c'est qu'un ancien Premier ministre était un inconditionnel des textes d'Augustin Thierry et notamment des récits des temps mérovingiens. Et donc je vais me retourner vers Pascal Horry, qui est un spécialiste de l'histoire culturelle du pays, pour savoir s'il se souvient qui était ce Premier ministre. Absolument pas. Voilà, ça fait plaisir de piéger Pascal, qui est quand même le plus érudit de nos historiens de l'histoire culturelle contemporaine. Eh bien, ce Premier ministre, c'était Raymond Barre. Voilà, merci beaucoup et je cède la parole à Pascal. Merci Christophe. Bon, on attend Édouard Philippe et on évoque Raymond Barre. Il y a une certaine logique dans tout ça. J'étais très honoré cette année d'être le dicteur. Parfois, le dicteur devient dictateur de cette dictée. D'ailleurs, parfois, je me faisais rappeler à l'ordre par les candidats qui me disaient que j'allais peut-être trop vite, ou est-ce qu'il fallait mettre effectivement les années en chiffres ou en lettres, des questions qu'on ne se posait pas, avant de dicter. Donc, c'est très bien. On est ramené à notre simple situation de lecteur, en quelque sorte. Donc, cette dictée, oui, j'avais choisi un texte qui me hante depuis ma jeunesse. Je l'ai découvert quand j'avais à peu près 12 ans. La vocation d'historien d'Augustin Thierry à Blois, au collège de Blois. Donc ça tombait très bien. Et puis il y avait dedans une envolée lyrique de Chateaubriand, extrait d'un roman que vous avez tous lu certainement, mais qui était comme on ne disait pas, bien qu'il y ait déjà une Académie française, qui était déjà le best-seller de l'époque, vers 1810, Les Martyrs. Qu'est-ce qui lit Les Martyrs de Chateaubriand, sauf sous la contrainte aujourd'hui? Et c'est un texte lyrique absolument extraordinaire. C'est la barbarie qui survient dans le monde romain. Enfin, c'est assez extraordinaire. C'est un texte romantique. Donc j'espère que vous n'avez pas trop souffert, madame. Félicitations de n'avoir trébuché que 2 fois et demi. Monsieur Collignon va nous expliquer ce que c'est qu'une demi-faute, d'ailleurs. C'est très intéressant. Voilà, donc c'est une très belle expérience. Je remercie, à travers Christophe, les rendez-vous de l'histoire, de m'avoir permis de dicter un texte, parce qu'évidemment, moi, j'avais été seulement quelqu'un auquel on dictait des textes, et c'était il y a 65 ans, à peu près. Donc voilà, c'est un grand moment dans ma propre histoire. Merci, Christophe. Et puis, merci à toutes et à tous. Et puisque, visiblement, il ne doit pas y avoir pratiquement de candidats d'hier dans la salle, on vous encourage. Cette année, il y a eu un record, il y a eu déjà une centaine de candidats, candidates, et pas que des seniors. Il faut être très clair. Beaucoup de seniors, mais beaucoup de jeunes aussi. Donc, je m'adresse aux seniors comme aux jeunes. L'année prochaine, inscrivez-vous à la dictée. C'est une assez belle expérience parce que ce n'est pas Édouard Philippe qui dira le contraire, ni Raymond Barre, ni, à mon avis, tous les premiers ministres que la France a eus depuis 1958, puisqu'avant c'était des présidents du Conseil. Bien, je crois que c'est important de faire en sorte que la langue française continue à être un des éléments structurants de ce pays qui accueille d'ailleurs des étrangers qui sont souvent attirés par justement cette langue et cette littérature. Voilà, merci. Bien, bonjour tout le monde.
Donc, les demi-fautes, tout simplement, ce sont les erreurs d'accent, de traits d'union, de majuscules, minuscules, etc., etc., alors que les autres fautes sont comptées très généreusement, seulement une faute. La lauréate a fait 2 fautes et demie, ce qui est quand même inadmissible. Comment peut-on méconnaître l'existence du Sarancolin, c'est-à-dire un marbre qui porte le nom d'une commune des Hautes-Pyrénées? Et comment peut-on mettre un bas de cas, c'est-à-dire une minuscule, au mot océan dans un texte évoquant les Francs, que Augustin Thierry écrivait avec un K et non pas avec un C, en parlant d'un océan alors que les Francs, les Gaulois, les Germains ne sont pas réputés pour des batailles navales. Donc, Augustin Thierry, assez lyrique toujours, dans une envolée, parlait d'un océan de sang. C'était donc là un sens tout à fait particulier. Ce n'était pas le sens tout banal, générique de mer, océan, mais vraiment un océan, vraiment une étendue incommensurable de sang, etc. Donc il fallait mettre, bien entendu, une majuscule au mot océan, exceptionnellement. D'où la demi-faute de la lauréate. Eh oui, la langue française demande beaucoup de finesse. Donc la lauréate, Madame Florence Flaubert, a fait 2 fautes et demie, ce qui la classe nettement au-dessus des autres concurrents, puisque après on passait à 7, 8, 9, 10 fautes. J'ai le plaisir de remettre donc en la félicitant, j'ai le plaisir de lui remettre un joli diplôme à afficher dans sa cuisine ou de la part de l'Association Défense de la langue française, mais peut-être plus intéressant, c'est un abonnement d'1 an aussi qui accompagne. Et je terminerai en rappelant le plaisir que j'ai de venir ici, et notamment cette année d'avoir rencontré un historien passionnant, Monsieur Pascal Horry. Je tiens à remercier les organisateurs de cette dictée. Voilà, la dictée permet des rencontres très enrichissantes, autant sur le plan humain que sur le plan culture et évidemment sur le plan de la langue française. Donc, j'ai eu l'honneur de ne faire que 2 fautes et demie, mais mon correcteur, lui, il a fait une faute. Je lui enlève 1 point parce qu'il s'est trompé sur mon nom de famille. 2 points. Voilà. Voilà, et que rajouter sinon de vous encourager, c'est vraiment très intéressant. Voilà, je me promène, enfin pas dans toute la France, mais j'ai l'occasion de me promener un petit peu et dans le but de faire une dictée qui allie tourisme, échange, et voilà, je suis allée en Bretagne le mois dernier, la semaine prochaine je vais en région parisienne. Voilà, je vous encourage à en faire autant. Merci.
Bien. Monsieur le Premier ministre, ravi de vous accueillir dans un format un peu particulier puisque avant votre entretien, il y a eu la remise du prix de la dictée historique. À Blois, au rendez-vous de l'histoire, nous aimons croiser les savoirs, nous aimons multiplier les sources. Et donc, cette dictée historique s'appuyait sur un texte d'Augustin Thierry, Les récits des temps mérovingiens. Alors, je vais profiter, Monsieur le Premier ministre, je ne sais pas si vous répondrez à ma question, pour vous poser donc un petit point de sémantique politique. Donc nous étions à la remise du prix sur la dictée historique et l'un des points importants de l'orthographe, bien sûr, c'est la question du singulier et du pluriel. À Blois, nous sommes également sensibles à la question des paysages. Nous sommes classés au patrimoine mondial de l'humanité et notamment grâce à la qualité de nos paysages. Et vous savez que les paysagistes sont très sensibles à la question des perspectives, du ciel, de la terre et bien évidemment de l'horizon. Et puis, comme nous aimons croiser les savoirs et que nous nous intéressons aussi à la science politique, et d'ailleurs, je note qu'entre l'histoire et la science politique, il y a de nombreux liens. D'ailleurs, nous avons accueilli, depuis l'ouverture des rendez-vous, 6 ministres en exercice, 2 anciens premiers ministres, puisque hier Jean-Marc Ayrault était là, le président de l'Assemblée nationale, et c'est une illustration parfaite qu'en France, la science historique et la science politique sont très liées. Donc vous avez compris évidemment que ma question n'est pas très compliquée. J'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi de mettre horizon avec un S. Est-ce que ce choix d'un pluriel a fait l'objet de nombreuses séances de brainstorming de vos conseillers, ou est-ce que vous avez pensé que ce pluriel s'imposait de lui-même? Et après avoir remis le prix de la dictée historique, je ne pouvais pas m'empêcher de vous poser cette question sur un ton à la fois taquin et amical. Merci et je vous souhaite une excellente séance. Merci beaucoup, cher Christophe. Si tu veux bien, on attend 3 secondes avant de répondre. Je suis donc Emmanuel Davidenkov du Monde, très heureux de vous accompagner dans cette rencontre avec Édouard Philippe et Gilles Boyer. On va donc parler d'impressions et lignes claires. C'est le titre de cette rencontre et il est tiré du livre éponyme qu'Édouard Philippe et Gilles Boyer ont publié chez Lattès en avril dernier. Pour l'anecdote, je crois que la première fois que vous avez fait ensemble, et c'était votre première également individuellement, la une du Monde, c'était Le Monde des livres. C'était en 2011. Et c'était pour un thriller politique que vous aviez déjà écrit ensemble. J'ajoute, c'est un commentaire personnel que je l'avais trouvé très réussi. En revanche, le moins qu'on puisse dire est que le titre était assez peu prémonitoire. Vous l'aviez appelé Dans l'ombre. C'est raté. Comme j'imagine que vous êtes venus, vous, cher public, pour entendre Édouard Philippe et Gilles Boyer plus que moi, le cas échéant pour leur poser vos questions plutôt que pour écouter les miennes, je vous propose qu'on prenne 15 minutes ici autour de cette table, pour que je les interroge un petit peu sur cet ouvrage et que je me fasse le relais de la question de Christophe de Gruel, que je ne vois plus. Où est-il? En face de moi, je ne peux pas le rater. Et ensuite, je vous passerai la parole pour des questions dont je ne doute pas qu'elles seront suffisamment concises et précises pour que le plus grand nombre possible d'entre vous puisse participer à l'échange. Impression. Zéligne claire. Alors, une des explications de ce titre vient en page 363. Il faut vraiment le lire en entier. Je cite: « À Matignon, on peint impressionniste. À l'Élysée, on a besoin de lignes claires. » Je rappelle à ceux qui vivent résolument hors de l'actualité que vous avez donc officialisé hier au Havre la création d'un parti, que vous l'avez baptisé Horizon avec un S, et que vous avez d'ailleurs filé la métaphore de la ligne claire, si bien que depuis hier, chacun se demande si les horizons ne dessineraient pas plutôt une ligne claire tendue vers la présidentielle de 2027. Et maintenant, je vous laisse me dire que ce n'est pas du tout le sujet. Voilà. Écoutez, voilà, ça n'est pas du tout le sujet, même si je ne dis pas que c'est forcément un mauvais sujet, mais ça n'est pas du tout le sujet. Et donc, en fait, je ne vais pas parler de ce sujet-là. Donc, vous allez parler du S de Horizon. Je vais parler... Tous les deux. Et nous allons parler, si vous le voulez bien, de ce livre et de ce qu'il peut vouloir expliquer et apporter
ce qui nous permettra peut-être de répondre à un certain nombre de questions, mais en creux, vous voyez. Impression et ligne claire. D'abord, pourquoi ce titre bizarre? Vous avez eu raison de dire que nous expliquons qu'à Matignon on gouverne impressionniste alors qu'à l'Élysée on préside par ligne claire. Et au fond, le choix de ce titre, c'était pour marquer une double dualité. La première dualité, c'est entre l'impressionnisme, qui, comme chacun sait ici, est né au Havre. Absolument. Impression, soleil levant. Impression, soleil levant. C'est un tableau de Monet qui est peint au Havre, et tous les impressionnistes sont venus au Havre. C'est vraiment la lumière de la baie de Seine qui a guidé en partie les impressionnistes. Ce qui explique d'ailleurs une collection absolument exceptionnelle de tableaux impressionnistes au musée du Havre, où je vous invite, bien entendu. Donc, impression, c'est le Havre. Et ligne claire, c'est plutôt le vocabulaire de la bande dessinée, c'est-à-dire forcément le vocabulaire d'Hergé, le vocabulaire de tous ces adeptes de la ligne claire qu'on a trouvés en Belgique. Et ça tombe bien, car Gilles Boyer, aujourd'hui présent à ma gauche, géographique, est un... De leur point de vue, il est assez à droite. Est un député européen, et donc il siège à Strasbourg pour l'essentiel de son temps, sauf qu'en vérité, il siège aussi beaucoup à Bruxelles. Le Havre et Bruxelles, impression et ligne claire, l'idée que nous écrivons un livre sur ce que nous avons vécu à Matignon, sur ce que nous retenons de l'expérience de gouverner, et que nous l'écrivons à deux en l'assumant, en écrivant ce livre à la première personne du pluriel. Dans le livre, c'est nous qui parlons. Alors, nous, ce n'est pas un nous de majesté, hein, je vous assure que je n'ai pas complètement fondu les caramels. C'est un nous collectif qui permet à la fois d'avoir une vision fondée sur l'expérience d'un ancien Premier ministre, mais aussi sur le regard conjoint de quelqu'un qui est à côté de lui. Ce qui nous permet d'être à la fois, si j'ose dire, dans le siège de celui qui conduit, mais aussi dans celui d'à côté. Et je trouve que... La place du mort. Voilà. Et c'est bien comme ça. Donc ça, c'est impression et ligne claire dans le sens de la dualité des écrivains. Et puis, il y a une thèse dans le livre, qui pour le coup est une thèse qui a beaucoup à voir avec le droit, et au moins autant à voir avec le droit, avec l'organisation administrative, avec la science politique, qu'avec la politique, si j'ose dire, tout court, qui est que présider et gouverner sont deux choses très différentes. Alors, ça peut sembler tomber sous le sens, ou pas, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, moi, je le pressentais avant d'occuper les fonctions que j'ai eu la chance et l'honneur d'occuper, et j'en suis désormais beaucoup plus sûr. Présider et gouverner, c'est deux exercices différents. Et même si le quinquennat, même si l'inversion du calendrier législatif, même si les réseaux sociaux, même si les chaînes d'infos continuent, même si les anciens présidents de la République ont théorisé explicitement ou implicitement que la nature des institutions de la Ve République s'était transformée pour conduire à un système où, au fond, le président doit présider et gouverner. C'est ce que Nicolas Sarkozy désignait sous le terme d'hyper-présidence. Et c'est ce que François Hollande a dit une fois qu'il est parti de l'Élysée, en disant qu'il fallait supprimer le Premier ministre, le poste de Premier ministre, je pense. Voilà. Et donc, ben nous pensons l'inverse. Pas du tout pour défendre, pour faire une espèce de défense, j'allais dire presque, comment dirais-je, professionnelle ou... Pro domo ? Non, pro domo, voilà, du poste de Premier ministre, mais parce que notre analyse, c'est que fondamentalement, les institutions de la Ve République ont créé un système où il y a une diarchie à la tête de l'État, diarchie qui est totalement classique dans tous les pays démocratiques. D'ailleurs, dans beaucoup de pays, il y a toujours une diarchie, un président, un vice-président, un président, un chancelier, un président du Conseil, un roi, un Premier ministre. Bref, il y a toujours une diarchie, mais la spécificité française, le truc qui est objectivement assez rare, c'est que les deux têtes de l'exécutif ont des responsabilités politiques qui sont très importantes, tous les deux. Alors, je connais la phrase du général de Gaulle disant que par nature, il ne doit pas y avoir de diarchie au sommet de l'État. Mais si vous la lisez bien, je parle sous le contrôle du professeur Henry, qui connaît ces sujets infiniment mieux que moi, si vous la lisez bien, vous voyez qu'une fois qu'il a théorisé le fait qu'il ne saurait y avoir de diarchie à la tête de l'État, le général de Gaulle explique tout l'inverse. Et c'est formidable d'ailleurs.
Parce qu'il explique tout l'inverse. Il explique qu'au fond, pour que ça marche, il faut un président qui est le numéro 1, qui est la clé de voûte des institutions, qui trace les lignes claires et qui s'assure que tous les choix qui sont pris, évidemment par lui, mais aussi par les autres, concourent à atteindre cette ligne claire. Et puis, il y a un Premier ministre qui a un lot aussi méritoire qu'essentiel, dit le général de Gaulle, qui, lui, doit faire en sorte de traduire en actes, en politique publique, en responsabilité devant le Parlement, les engagements du président de la République. Le système ne fonctionne que si on a bien conscience que présider et gouverner sont deux choses fondamentalement différentes, que si on a bien conscience aussi que la France est un système parlementaire, contrairement à ce qu'on se plaît à croire en la désignant comme un régime dans lequel le président aurait la prééminence, c'est vrai, mais où il serait au fond la source unique du pouvoir, c'est un régime parlementaire. Et c'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi on a besoin d'un Premier ministre. Pourquoi on a besoin d'un Premier ministre là. Oui, pourquoi on a besoin d'un Premier ministre. Voilà. Donc il ne faut pas le supprimer. Il y a beaucoup de pages dans ce livre, effectivement, sur la Constitution de la Ve République, qui, dites-vous, organise un équilibre des pouvoirs soigneusement préservé. Il y a beaucoup de pages sur le travail de gouverner. Alors, comme l'année dernière, les rendez-vous de l'histoire, le thème, c'était le gouverner, et que cette année, c'est le travail, vous faites un pont tout à fait idéal. Je vous pose juste quelques questions autour de ce travail, le gouvernement comme travail, et je voudrais vous entendre tous les deux. Peut-être, Gilles Boyon, on va commencer par vous. Gouverner est un art, dites-vous, et l'art, ça s'apprend. Plus loin, vous précisez que gouverner ne s'apprend que si on comprend que gouverner est un apprentissage permanent. On ne sait jamais vraiment gouverner. Bonjour à tous d'abord. On ne sait jamais vraiment gouverner parce que je trouve que la diversité des situations auxquelles on est confronté lorsqu'on arrive dans des situations d'exercice du pouvoir, et je pense que les 3 années que Édouard a passées à Matignon l'illustrent, c'est-à-dire qu'on peut se préparer, bien sûr, il y a des choses qui préparent à l'exercice de ce genre de fonction, et il y a énormément de choses qu'on découvre, et certaines des crises, des moments difficiles qu'on rencontre rappellent des événements du passé, et d'autres sont totalement inédites. Et en l'occurrence, qu'il s'agisse de la crise des Gilets jaunes, que certains prédécesseurs d'Édouard ont connu, mais enfin, il faut remonter assez loin dans l'histoire, qui ne ressemble à aucun mouvement social traditionnel tel qu'on l'avait connu, pose des questions. Évidemment, il n'y a rien qui prépare à ça, si ce n'est la somme de tout ce qu'on a lu et de tout ce qu'on a fait, au fond. Et évidemment, la crise sanitaire, la crise du Covid, qui a amené le gouvernement, le président et le gouvernement à prendre des décisions totalement inédites et d'une ampleur sans précédent. Là aussi, rien n'y prépare vraiment, si ce n'est tout ce qu'on a fait et lu auparavant. Et finalement, c'est la somme de tout ça qui fait que dans ce moment-là, on prend telle ou telle décision. Et donc, est-ce que c'est ça la préparation ? La préparation, c'est, au fond, la somme de ce qu'on a vécu, la somme de ce qu'on a lu, la somme de ce qu'on a fait, je crois. On apprend dans les livres, vous citez énormément d'auteurs, Churchill revient régulièrement, etc. On apprend aussi dans les séries. Et on vous a découvert, alors ceux qui sont allés à Série Mania, vous entendre à Lille, le savent, que vous êtes passionné de séries, mais notamment que vous avez biberonné une série américaine qui s'appelle The West Wing, traduit à la Maison Blanche. On précisera pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, mais vous seriez quel personnage de The West Wing ? Oh là là, mon Dieu. Pardon, juste avant de répondre à votre question, ça vous donne le temps d'y réfléchir. Juste un mot. Essayez de piéger pour qu'il réponde Jed Bartlett, c'est le président, mais j'y arriverai pas, je le sais. Le livre qu'on a écrit, c'est pas du tout un manuel sur ce que c'est que gouverner. Hein. Moi, je ne suis pas un théoricien. Non, je ne suis pas un théoricien. Et puis, je ne suis certainement pas capable, et Gilles, non pas encore moins, mais au moins autant que moi, nous ne sommes incapables de faire un manuel de ce que serait le bon gouvernement. Ce qui nous a intéressé, c'est pas du tout ça. Ce qui nous a intéressé, c'est d'essayer d'expliquer au lecteur la façon dont on réfléchit quand on est confronté à un sujet. Comment vous réfléchissez quand vous êtes confronté à la question de Notre-Dame-des-Landes ? D'ailleurs, je suis bien sûr que vous, parfois, vous vous dites « mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête quand ils ont pris cette décision ?» Eh bien justement, on essaie de vous expliquer. Et on essaie de le faire sur quelques exemples, pas sur tout, parce que ça n'a pas de sens. Sur les Gilets jaunes, Gilles l'a dit, à juste titre, sur Notre-Dame-des-Landes, sur la crise sanitaire. Voilà. Et on essaie de répondre à cette question, est-ce qu'on peut se former, est-ce qu'on peut apprendre ? Qu'est-ce qui est utile quand on apprend ? Et qu'est-ce qui inspire ? Et c'est vrai que, bien sûr, il y a la somme d'expériences politiques par des mandats précédents
mais tout ça, on l'imagine assez bien. Ce sur quoi on a voulu mettre l'accent, c'est qu'il y avait des choses dans la vie qui vous préparaient à gouverner, alors même qu'a priori, ça peut ne pas être spontanément évident. Et dans celle-ci, il y a lire, pas simplement lire des livres d'histoire ou des livres de sciences politiques ou des livres de... Pas seulement ça, lire des romans, ça vous prépare à gouverner. Avoir une forme de densité de la patte humaine à travers la littérature et cette sédimentation d'expérience à laquelle vous avez accès grâce aux livres, ça vous prépare. Et puis il y a des films, des séries, qui, parce qu'au fond, elles racontent des choses qui relèvent de choix, de contradictions, d'argumentation, et ben, vous inspirent. Alors, évidemment que vous pouvez... Enfin, le type qui viendrait vous voir en disant « Moi, j'ai vu tous les films. Et donc, vraiment, je suis prêt. » Méfiez-vous quand même. Méfiez-vous. Mais aussi sûrement que tout ça n'aurait aucun sens, quand vous lisez beaucoup, et c'est vrai que Gilles et moi, on lit beaucoup, et on a toujours lu beaucoup, quand vous voyez beaucoup de films, vous faites une représentation de l'humanité, du pouvoir, de la capacité à décider, de ce qui compte le plus et de ce qui compte un peu moins, qui dessine, au fond, qui vous êtes et comment vous êtes dans l'exercice du pouvoir. Et donc, si je devais répondre enfin à la question West Wing, qui serais-je ? Je ne sais pas. En fait, mais non, mais ils sont tous incroyablement sympathiques. La vérité. Oui, mais il y en a qui deviennent présidents, d'autres pas. Enfin bon, bref. Gilles Boyer, vous êtes qui alors ? Alors pour moi, la réponse est plus facile. Oui, tiens, vas-y, réponds-nous. Moi, j'ai une affection particulière pour le personnage de Léo McGarry, qui est le chief of staff du président. C'est le directeur de cabinet. Directeur de cabinet. Ouais. Parce qu'on... Vieil animal politique. Tu dis ça parce qu'il est alcoolique. Je dis ça parce qu'il est alcoolique. Je dis ça parce que je le trouve très attachant. Et parce que... alcoolique abstinent, si je puis me permettre quand même. Pardon ? Alcoolique abstinent. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je le trouve très attachant. Et on voit très bien, c'est très bien illustré, la manière dont il est doux quand il faut être doux et dur quand il faut être dur. Et la manière dont il manage les collaborateurs avec ce mélange d'autorité, de bienveillance. Et donc c'est un personnage que je trouve, moi, particulièrement réussi pour avoir eu la chance d'exercer des fonctions de proximité avec des personnalités politiques importantes, sans me placer au niveau du secrétaire général de la Maison-Blanche, bien sûr. Mais c'est un personnage... très très riche. Le plus intéressant dans la remarque que vient de formuler Gilles, c'est l'idée qu'il puisse s'inspirer de quelqu'un qui peut être doux quand il faut être doux et dur quand il faut être dur. Parce que quand on connaît Gilles, on voit assez bien qu'il peut être dur quand il faut être dur. Non, mais je le dis... Éloge toujours dans l'apprentissage du travail de gouverner, plusieurs pages dans lesquelles vous faites l'éloge de la fonction de maire, vous l'avez fait indirectement en citant Le Havre au moins 18 fois dans votre introduction, et notamment de ce que les anglo-saxons appellent, vous le citez, la retail politics, c'est-à-dire vraiment cette politique du boulon à revisser, du détail, il faut que ça fonctionne parce qu'on est à portée de voix, on est à portée d'engueulade de ses administrés quand on fait le trajet entre chez soi et l'hôtel de ville ou quand on va sur les marchés ou assister à des manifestations culturelles. Donc quand on vous lit, on se dit que c'est plutôt une éloge de l'écoute du citoyen, de l'administré, etc. Et en même temps, on trouve des éloges d'une forme de verticalité, un doute sur certaines nouvelles formes d'expression démocratique comme la Convention climat, dont je note que vous avez trouvé que la formule, je ne parle pas des résultats, mais que la formule pouvait vous sembler baroque. Comment vous articulez ça, c'est-à-dire cette écoute des gens et le fait que malgré tout, pour gouverner, il faut savoir être dur, notamment quand il faut être dur, et pratiquer une certaine forme de verticalité. Ce qu'on dit, c'est qu'au niveau local, on sait assez bien, je ne dis pas que c'est parfait toujours, ça doit être parfait à Blois, mais on sait assez bien essayer d'associer le citoyen à la prise de décision locale. Encore une fois, on peut toujours dire qu'il faudrait le faire plus, qu'il faudrait le faire moins, qu'il faudrait le faire plus longtemps, qu'il faudrait le faire mieux. Bien sûr, tout ça est vrai. N'empêche que, au niveau local, quand vous décidez d'un grand projet d'aménagement, quand vous envisagez une nouvelle politique publique, les maires, qu'ils soient de droite ou de gauche, pardon, parce que vraiment, c'est assez indifférent en la matière, ils savent, à la fois par conviction ou par nécessité, et parfois probablement un peu par les deux, que c'est plus intéressant de prendre un peu le temps de la discussion dans le détail pour aboutir à un projet qui est mieux partagé et pour faire ensuite mieux vivre le projet. Franchement, au niveau local, on sait plutôt faire.
Pas parfait, mais on sait plutôt faire. C'est beaucoup plus difficile au niveau national. D'abord parce qu'il y a beaucoup plus de gens. Faire une concertation dans une ville de 50 000 habitants, c'est assez simple. Faire une concertation dans un pays de 67 millions ou 68 millions d'habitants, c'est mécaniquement plus difficile. Vous l'avez fait avec le grand débat. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est beaucoup plus difficile. Bien sûr, vous avez raison, il y a eu le grand débat, c'est une intuition du président de la République qui est une intuition remarquable et qui a d'une certaine façon fonctionné. Bon, d'accord, mais enfin, vous ne pouvez pas faire le grand débat sur tous les sujets. Et comment est-ce que vous faites pour que dans une démocratie, la participation citoyenne ne s'exprime pas simplement au moment de l'élection, mais qu'entre deux élections, il y ait une vraie association, un vrai travail, une vraie écoute? C'est très difficile. Voilà. Et ce que je dis, c'est qu'il y a plein de tentatives, y compris au niveau national, les commissions du débat public, la convention citoyenne que vous avez évoquée, c'est-à-dire on prend un certain nombre de gens, on les tire au sort, et puis on leur donne, et on les réunit, et on leur donne beaucoup d'informations pour faire en sorte qu'ils puissent prendre des positions dont on estime qu'elles peuvent être représentatives ou en tout cas intéressantes à livrer telles quelles dans le débat public et notamment dans le débat parlementaire. Ce que je dis, moi, c'est qu'aucune de ces expériences n'est illégitime, mais aucune ne me paraît totalement satisfaisante. Bon, j'ai quand même le droit de le dire. Hein, parce que Baroque, ça va un peu au-delà de pas totalement satisfaisante. Oui, parce que dans un système de démocratie représentative, écoutez, pardon, je vais le dire de façon un tout petit peu plus directe. Lorsqu'il s'agit de participer à une délibération politique, je trouve que le principe du tirage au sort est un peu baroque. Je dois être déjà, en dépit de mon âge encore juvénile, déjà un vieux schnock. Je considère que choisir des gens sur des options politiques qu'ils ont posées dans un débat public qui est clair et qui sont désignés par une élection démocratique, c'est encore un peu plus satisfaisant que le tirage au sort. Voilà. Avec le défi de la participation, pour ne pas dire de l'abstention, qui peut être considérable, oui. Et notamment avec certaines catégories d'électeurs, dernières élections régionales, 82% d'abstention oui. Chez les 18-25 ans, 82%. Oui, mais c'est peut-être ça, c'est une autre chose qu'on décrit dans le livre, c'est que nous vivons un moment où le débat public s'affaisse complètement. Et quand le débat public s'affaisse, il ne faut pas il faut pas s'étonner que la participation, y compris politique aux élections, diminue. Moi, je suis désolé. En France, le débat public, il repose en permanence sur des débats, sur des postures, sur des invectives dans les chaînes d'infos continues, sur la discussion sur quel est l'instrument le plus adapté pour obtenir le résultat dans 3 mois, alors qu'on vit des changements qui sont tectoniques et qui sont proprement vertigineux. Pardon, mais oui. Et quand vous mettez dans un débat public à une télévision, tout ça, vous avez le sentiment que la conviction remplace la démonstration, que la sincérité vaut tous les brevets. C'est formidable qu'il y ait des gens sincères. Enfin, on peut aussi quand même se poser la question de savoir s'il y a... Je ne suis pas en train de faire un éloge de l'insincérité, hein, mais on peut aussi quand même se demander si, face à quelqu'un de sincère, une voix documentée, un scientifique qui pose des faits et qui ne parle pas simplement des angoisses que ces faits peuvent susciter, n'apporterait pas un peu de sérénité, un peu de profondeur au débat public. Je vais vous dire les choses autrement. Je pense que si vous êtes présent ce matin, si vous venez au rendez-vous de l'histoire, c'est que vous avez une relation aux faits, au livre, à la réflexion, à l'analyse, qui est d'une nature dont on va dire qu'elle est un peu particulière par rapport au reste de la population. Je le dis comme ça. Et je ne pense pas me tromper. Je ne peux pas croire que vous soyez totalement satisfait par la qualité du débat public. Et quand je dis la qualité du débat public, ce n'est pas simplement la qualité des intervenants politiques dans le débat public, ou la qualité des journalistes, ou la qualité des chaînes d'infos continues. Enfin, nom de nom, je serais surpris qu'ici, tout le monde me dise « Non, c'est vraiment super ». Vraiment, on éclaire bien les faits, puis alors il y a une vision complètement internationale. Franchement... Merci beaucoup. Une dernière question et je vous passe la parole. Une dernière question et je vous passe la parole. Alors, il y a énormément de choses dans ce livre qui, effectivement, n'est pas un manuel de gouvernement, mais qui comprend quand même un certain nombre d'éléments et de socles qui sont extrêmement intéressants et qui renvoient à tout ça sur les enjeux que sont la dette financière et la dette climatique, dont vous dites qu'il n'y avait que 2 enjeux, ce serait ceci. Sur la crise des Gilets jaunes, dont vous dites que derrière le calme apparent, rien n'est réglé. Ce qui m'a amené à m'interroger sur ce rien que j'ai trouvé assez rugueux. Tiens, d'ailleurs, ça peut être ma dernière question. Et j'en avais une autre, néanmoins, sur le fait que le travail du Premier ministre
Vous le décrivez en disant Premier ministre, plus ça dure, moins c'est dur. Président de la République, plus ça dure, plus c'est dur. Je viens vous entendre tous les deux. Peut-être sur le rien du rien n'est réglé, puisque vous m'avez dit, juste avant qu'on arrive dans cette salle, que tout ce qui est écrit dans ce livre, vous l'assumez tous les deux. Si vous avez beaucoup de chance, M. Davydenko, Édouard Philippe répondra avant la fin de la matinée à une des questions que vous posez. Je ne joue plus, vous avez beaucoup de chance. Au Europhilippe milieu. Enfin, je ne sais pas comment l'appeler, ce loto où je perds à tous les coups, c'est fini. Non, rien n'est réglé, ça veut dire quoi? Moi, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'en ce moment, les prix de l'essence sont beaucoup plus élevés qu'au moment où cette inflation des prix de l'essence a suscité un mouvement massif. Donc, j'en tire aucune conclusion, je ne tire pas de conclusion qu'il faudrait recommencer. Je dis juste simplement que lorsqu'on est aux manettes d'un gouvernement, c'est très difficile d'anticiper la nature, l'intensité d'un mouvement qui s'annonce, d'un agacement qui se cristallise et qui se transforme parfois, pas toujours, en violence. Donc quand on dit que rien n'est réglé, c'est probablement ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit la crise des gilets jaunes, bien sûr, il faut écouter cette détresse, le pouvoir d'achat de ceux qui travaillent, de ceux pour qui la voiture est une dépense contrainte, bien sûr, tout ça, on l'a entendu. Il y a quand même des gens à l'Élysée, à Matignon, qui sont censés régler la chose là maintenant. Oui, enfin, je parle pour nous-mêmes en l'occurrence. Hein. Je parle pour nous-mêmes, je ne parle pour personne d'autre, parce que s'il y en a qui savent que c'est difficile, ils sont devant vous. Hein. Vraiment, c'est très difficile. Mais c'est pour vous dire qu'il y a, dans politique, il y a le rationnel, il y a les chiffres, il y a les faits, et puis il y a une part d'irrationnel qui, Édouard l'a rappelé sous une autre forme, devient un peu dominante, il faut reconnaître. Et donc, quand on dit que rien n'est réglé, c'est un peu, je crois, ça que ça signifie. Oui. Édouard Philippe, sur plus ça dure, moins c'est dur. On découvre d'ailleurs que dans les jours qui précèdent l'officialisation de votre nomination, pratiquer une diète forcée et que c'est compliqué. Vous écrivez même le mot de peur. Et puis voilà, pourquoi plus ça dure, moins c'est dur, Premier ministre? C'est ma dernière question. Il y a deux questions dans votre question. D'abord, est-ce que... J'espère avoir une réponse. Oui. C'est comme quand on fait plusieurs grilles au loto. N'ayez pas peur, ayez confiance. Non, sur la peur avant de gouverner, on a choisi d'expliquer ça avec Gilles, parce qu'on l'a vécu, et moi je peux vous dire que je l'ai vraiment vécu, et qu'on vit dans un monde où il est quand même souvent de bon ton d'expliquer que quand on est un responsable politique, par définition, on n'a pas peur. Alors la vérité, c'est que quand j'ai commencé à comprendre que peut-être le président de la République, qui n'était pas élu à ce moment-là, on était quelques jours avant le deuxième tour, quand je me suis dit, en sortant d'un entretien avec lui, avant le deuxième tour, qu'il était manifestement possible qu'il soit en train de se demander si ça n'allait pas être moi, j'ai été pris d'une vraie peur qui s'est traduite par des nuits hachées et compliquées et par j'ai perdu, je le dis toujours, environ 6 kilos en une semaine, quoi. Ce qui pour moi est beaucoup. Et bon, voilà. Et j'ai eu vraiment la trouille. La trouille de ne pas être au niveau, la trouille la trouille, quoi. Alors évidemment, je pourrais... est-ce que ça s'est vu? Non. Du reste, quand j'ai commencé, le jour où j'ai passé le Porsche de Matignon, elle a disparu, cette peur. Parce que c'est du trac. Et ça ne la diminue pas, mais c'est du trac. Avant d'y aller, eh ben, vous avez peur. Et puis ensuite, je me suis dit, mais au fond, Édouard, cette vraie angoisse, elle est parfaitement normale et tout le monde la vit. Enfin, je suis bien persuadé qu'ici, parmi vous, quand vous prenez un nouveau boulot, quand vous passez une étape, et une étape importante, quand vous mettez quelque chose d'essentiel pour vous sur la table, ben vous pouvez avoir ce trac. C'est normal. Ce qui est intéressant, c'est de le surmonter. C'est qu'ils ne vous interdisent pas de faire ce que vous comptez faire, ce que vous pensez devoir faire. Mais le dire me paraît être assez normal. Voilà. Et d'un mot alors sur... Alors, plus ça dure, moins c'est dur. Voilà, et quand juste vous après, êtes je vous passe Premier la parole. Les difficultés commencent tôt. Et c'est-à-dire que quand vous êtes le Premier ministre, le premier Premier ministre d'un quinquennat, bah, par définition, vous avez les engagements du Président de la République qui ont été validés par la campagne présidentielle, et vous devez les mettre en œuvre. Donc ça commence très tôt. Et il faut, et par définition, comme c'est des engagements ambitieux, c'est compliqué. Et donc, quand on dit que pour un Premier ministre, plus ça dure,
moins c'est dur, c'est que la phase d'apprentissage de cette fonction est immédiatement très difficile, mais au fur et à mesure que vous commencez à maîtriser, non pas que vous soyez que vous maîtrisez tout, mais au fur et à mesure que vous commencez à maîtriser, au fur et à mesure que les réformes que vous avez fait passer s'accumulent, et au fur et à mesure qu'on s'approche de la fin du quinquennat, c'est un peu moins dur pour vous. Plus ça dure, moins c'est dur. Et moi, je me souviens très bien, quand on a passé les 2 ans à Matignon, et ce n'est pas un cap juridique, 2 ans à Matignon, et ben je vous assure que vous vous dites, bon, allez, on a fait 2 ans, ça va. Plus ça dure, moins c'est dur. J'ai l'impression de vous dire des trucs et vous me regardez, il est fou. Mais c'est comme ça, je vous assure, ça se passe comme ça. Et président de la République? Et ben c'est l'inverse. Plus ça dure, plus c'est dur. Parce que plus ça dure, plus vous vous approchez de la fin du quinquennat, qui signifie le moment où vous allez devoir aller au résultat, le moment où vous allez devoir espérer... Sur un premier mandat, en tout cas. Bien sûr, espérer vous faire élire. Voilà. Et ça c'est une donnée qui n'est pas décisive, mais qui est vraie. C'est-à-dire que dans la logique du couple institutionnel, dans la logique des institutions, j'allais dire même le caractère à l'aise ou non des personnes, il y a ça. Il y a ce petit élément. Autrement dit, le jour où vous serez nommé Premier ministre, tenez, parce que plus ça dure, moins c'est dur. Merci beaucoup, Gilles Boyer, Édouard Philippe. Impressions et lignes claires. C'est donc chez Lattès qui a un stand ici même à la Halograin, qui est le numéro 45, sur lequel, à partir de 12h30, c'est-à-dire dans une vingtaine de minutes, vous dédicacerez l'ouvrage. Vous avez donc la parole pour 20, enfin, quand je dis pour 20 minutes, il y a 20 minutes pour poser des questions. Oui, c'était ambigu. Monsieur, alors est-ce qu'il y a des personnes pour vous apporter des micros? Non. Bon, attendez, vous allez voir, on va. Venez, monsieur, venez. Regardez. Oula. Venez pas comme ça. Ok. Alors, un peu stressant. Bonjour, merci beaucoup d'être venu parler aujourd'hui, c'est un peu impressionnant. J'avais une question par rapport à la fuite du débat public dont vous en avez parlé à l'instant. Est-ce que ce ne serait pas la solution de passer à un régionalisme, voire même un départementalisme au niveau français, voire européen, pour redonner sa place à une forme de débat où tout le monde puisse se sentir concerné, où chaque vote compte, et où, je parle en tant que jeune, on a l'impression de pouvoir œuvrer pour quelque chose où on habite, où on est au quotidien. Voilà. Et remontez plus tranquillement, s'il vous plaît. Écoutez, je ne saurais pas répondre dans le détail à votre question. Je me permets d'observer qu'il y a beaucoup d'élections locales et que les élections départementales qui traitent de questions parfaitement locales, les élections régionales qui traitent de questions parfaitement locales, ne sont pas, si j'ai bien regardé, les élections qui suscitent le plus de participation. Les élections municipales, souvent un peu plus. Avec les présidentielles, ce sont les 2 élections qui, en général, déclenchent le plus de mobilisation, probablement d'ailleurs parce que ce sont les 2 élections qui permettent de désigner celle ou celui qui sont les plus visibles et j'allais dire les plus palpables dans leur relation au pouvoir et dans leur relation à la vie individuelle des Français. Après je ne suis pas sûr qu'on trouvera la réponse aux problèmes que nous vivons, à la perspective aux défis que nous devons relever. Je ne suis pas sûr et je ne suis pas sûr d'ailleurs que c'était le sens de votre question, qu'on le trouvera dans le repliement le plus local possible. Je veux dire, la France, ça existe. Le monde, il est là. Il connaît des transformations majeures, vertigineuses, je l'ai dit. Il faut les comprendre si on a envie que la France se positionne et puisse avancer et puisse défendre ses intérêts. Mais je ne crois pas qu'il faille renoncer à une approche de la nation française dans son ensemble, de l'histoire de France, de sa participation aux grands projets européens et même de la défense de ses intérêts dans le monde. Gilles Boyer, et pour la suite, je vais vous proposer un truc, on va faire comme à l'Assemblée, il y aura un truc des questions. Donc vous allez venir vous mettre là pour poser des questions. Donc c'est la prochaine personne qui veut poser une question à se prépositionner. Gilles. Non, juste pour compléter ce qu'a dit Édouard, c'est vrai qu'il n'y a probablement aucun échelon où vous allez trouver l'unanimité en fait. Parce qu'en fait, on peut évidemment descendre.
mais même à l'échelon, au niveau le plus bas, c'est-à-dire au fond le foyer, qui peut dire ici qu'il y a une unanimité dans les familles? Bon, sur quoi que ce soit, dès lors qu'on choisit un sujet. Donc, ce qui vaut pour une famille vaut pour un village, une ville. Quand vous faites des concertations dans un quartier, pour l'aménagement d'un projet, par exemple, bon, ben vous avez votre maire qui vous invite à une réunion de concertation. Bon. Est-ce qu'on en sort avec un avis unanime? La réponse est non. Et on a toujours quelqu'un qui dit il n'y a pas eu de concertation puisque mon avis n'a pas été suivi. Bon. Donc évidemment qu'il faut multiplier les occasions pour chacun de s'exprimer et de faire dégager des consensus, mais c'est probablement pas en effet une panacée. Monsieur. Au pupitre. Ça va fonctionner, vous me faites un petit signe. Oh, super, merci. Oui, je sais pas. Si ça marche, oui, ça marche très bien. On a une équipe formidable. Merci pour votre présence ici ce matin, à tous les trois, en particulier à Édouard Philippe. Vos discours semblent être basés sur le fait que vous souhaitez paraître presque un homme normal. Est-ce que vous craignez que les hommes politiques soient considérés par certains des gens qui vous écoutent comme un peu hors sol? La présidence normale, ça n'a pas réussi à tout le monde quand même, si je puis me permettre. Vous avez en rappelant cette référence, vous avez répondu à la question. Je pense que d'abord, je ne cherche pas à être autre chose que ce que je suis. Et vous avez remarqué qu'en général, quand je ne savais pas, je le disais. Et quand j'ai une idée, en général, j'y tiens. Donc parfois, on pense que je suis raide parce que je tiens à une idée. Et parfois, on pense que je suis flou parce que je ne sais pas. Écoutez, moi, j'en sais rien, je suis comme ça. C'est votre côté Léo McGarry. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire la distinction entre... Et je crois très profondément ça, et d'ailleurs, on l'explique dans le livre. Les hommes, les femmes, ils sont ce qu'ils sont. Ils ont leur caractère, ils ne se ressemblent pas tous. En général, ils ont de très bons côtés et des côtés qui sont nettement moins bons. Et je suis exactement dans cette catégorie-là. Bon. Et il y a les fonctions. Ça n'existe pas, la présidence normale. Parce qu'on peut être un homme normal. Le simple fait d'être amené à exercer des fonctions fait que vous pouvez rester le plus simple du monde, vous pouvez rester vous-même, mais vous êtes la fonction. Et quand vous êtes une fonction, et notamment une fonction élective, vous êtes la fonction tout le temps. Et elle passe avant. Et si ça ne vous plaît pas, eh ben vous faites autre chose. Mais c'est comme ça. Le président de la République, c'est le président de la République. Il peut être l'homme le plus simple ou le moins simple possible. Il peut avoir ses parts d'ombre, et Dieu sait qu'on en a vu. Mais à la fin de la fin, il est le président. À la fin de la fin, il est le Premier ministre. Donc, voilà. Et vous oui, êtes applaudi en arrivant sur scène. C'est pas bien, ça? Il a attendu ça depuis tout à l'heure. Je lui dis, venez, non, c'est un métier ou un début de métier, je ne sais pas. Bonjour monsieur, merci pour être venu et pour cette conférence. Et je voulais vous poser une question sur le mode de scrutin. Vous aviez dit que vous étiez pour une dose de proportionnel à l'Assemblée nationale, qui est parfois décriée en France comme cause d'instabilité politique. Et je voulais vous poser une question notamment en comparaison avec notre voisin allemand et Angela Merkel, qui est restée 15 ans au pouvoir avec ce mode de scrutin-là, en comparaison avec la France où, malgré notre scrutin majoritaire à 2 tours, on a quasiment systématiquement une alternance à l'Assemblée nationale. Et je voulais vous poser la question sur éventuellement la proportionnelle intégrale dans notre pays. Je vous remercie. Peut-être tous les deux. Ou Gilles Boyer, merci beaucoup. Je vous remercie. Oui, quand c'est une question compliquée, Édouard préfère que ce soit moi qui réponde. C'est parce qu'on parle Europe. Disons que les modes de scrutin, c'est-à-dire la manière dont on élit, en l'occurrence nos députés, c'est une question décisive. C'est-à-dire qu'au moment où nous votons, il n'y a aucun système qui permette la retranscription exacte de nos votes. Ou plus exactement, le système majoritaire accentue une forme de domination du parti qui arrive en tête, sans forcément avoir la majorité absolue des voix, alors que le système proportionnel donne une importance sans doute démesurée à des petits partis qui ont obtenu un petit nombre de voix. Donc je ne dis pas que... D'ailleurs, dans tous les pays qui ont fait ces choix-là, on le constate. Le système anglais est à un extrême, vous avez un système à un tour, et vous pouvez avoir tous les sièges avec 34% des voix si vous arrivez en tête dans toutes les circonscriptions, à un tour.
À l'inverse, vous avez les pays comme l'Italie, un système uniquement proportionnel, où au contraire, la Chambre est répartie, et les sièges sont répartis uniquement à la proportionnelle, avec un Parlement totalement émietté, avec des logiques de coalition, où il faut parfois plusieurs mois pour faire un gouvernement, et où les gouvernements tombent parfois très rapidement. Donc aucun système n'est parfait. Et en même temps, on voit bien que le système majoritaire français a aujourd'hui contribué à laisser à l'écart du Parlement des partis politiques qui représentent, quoi qu'on en pense, une part importante de l'opinion. Et c'est vrai que ça a probablement, au fil du temps, créé un décalage entre la représentation parlementaire et la répartition des votes tels qu'ils se sont produits aux élections. D'où la réflexion sur une dose de proportionnel, qui a été en effet longuement discutée, et d'ailleurs à laquelle il ne faut probablement pas renoncer pour toujours, parce qu'elle permettrait au moins à ces mouvements-là d'être représentés. Mais je dois vous dire, à titre personnel, que pour moi, la stabilité gouvernementale, le fait pour un gouvernement d'être élu, d'avoir devant lui la durée pour agir, en ayant reçu le mandat des Français pour le faire, pour moi, c'est très important. Les républiques précédentes, la 3e et la 4e, nous ont, c'est un peu loin, nous ont un peu vaccinés contre l'instabilité gouvernementale. Et en tout cas, moi, je considère que c'est important de préserver la légitimité du gouvernement, la capacité pour lui de s'appuyer sur une majorité forte et de la durée pour faire les choses. Quand si mes souvenirs sont bons, il y a une petite réhabilitation de la 4e dans le livre, non? Mais la 4e, c'est une république formidable, avec plein de défauts. Mais il s'est passé des choses extraordinaires. Ne partons pas du principe, dans aucune période historique, du reste, que ceux qui étaient avant nous auraient tout raté, que ça se serait vu, hein, s'ils avaient tout raté et nous tout réussi. La 4e République, elle a fait des choses extraordinaires, et elle a, en dépit d'une instabilité forte des gouvernements, réussi à mettre en place des politiques publiques très fermes et très constantes et très cohérentes. Donc, bien sûr qu'il faut... il ne faut pas la révérer ou la critiquer, il faut la comprendre. En tout cas, vous en défendez les vertus dans le bouquin. Un certain nombre, oui. Non, je trouve que la question à laquelle Gilles essaie de répondre a été remarquablement bien posée, parce que... parce qu'on ne sait pas très bien y répondre. La vérité vraie, c'est que tous les gens qui vous disent le système majoritaire est formidable parce qu'il garantit la stabilité ministérielle, ils ont raison. Enfin, ce problème, c'est qu'ils ont raison sur le papier. Parce qu'avec un système majoritaire, en France, on constate, et vous avez raison, une alternance systématique depuis 1981. Le seul exemple est en 2007. Et encore, il est vendu sur la rupture. Mais depuis 1980, vous avez une alternance systématique. Et vous avez, à l'intérieur de cette alternance systématique, pendant les gouvernements, une instabilité ministérielle avec un très grand nombre de remplacements ministériels. Ce qui veut dire que dans un système proportionnel corrigé, mais néanmoins proportionnel, comme l'Allemagne, vous avez Helmut Kohl qui fait 16 ans et Angela Merkel qui fait 16 ans. Et au milieu, vous avez Gerhard Schröder qui fait 8 ou 12 ans 8 au moins, 8 ans. Dans un système brutal comme le Royaume-Uni, brutal parce qu'il a un impact sur la représentation qui est une très grande brutalité, vous avez quand même Thatcher qui fait 10 ans, vous avez quand même Blair qui fait 10 ans, vous avez quand même des longues périodes de gouvernement, et donc, on aime ou on n'aime pas ce qu'ils font, mais ce qui est certain, c'est qu'en matière publique, la seule façon de produire un effet, c'est d'avoir du temps. Et c'est de faire avec constance et cohérence une politique, cohérente, ou avec cohérence une politique constante. En tout cas, il faut du temps. Pourquoi est-ce que les villes se transforment ? Et pourquoi est-ce que les transformations publiques en France sont très réussies dans les villes et très difficiles au niveau de l'État ? Parce que dans une ville, le maire, il a du temps dans l'ensemble des moyens et que c'est vraiment le patron. Et que donc s'il a une vision de ce qu'il veut faire, il est capable dans le temps de le faire. Ce temps-là, cette constance et cette cohérence, on ne l'a plus dans la politique française. Et c'est très inquiétant. Et je ne suis pas sûr que la réponse soit strictement dans le mode de suffrage. Je n'en suis pas sûr. Et je pense qu'on est en train de toucher là une limite de la 5e. Et c'est préoccupant. Ou madame. Excusez-moi, venez. Je pense qu'on n'entend pas bien d'en haut. Vous voulez essayer de parler fort d'en haut ? Non, ça ne va pas marcher, je vous promets. Non, ça ne marche jamais. On croit que ça marche, mais en fait, ça ne marche pas.
C'est comme... Est-ce qu'il y aura encore beaucoup de questions? Je veux bien que vous leviez les mains maintenant et pas dans 3 minutes. OK, 1, 2, 3. Je ne sais pas si on arrivera à prendre tout, mais c'est noté. Alors, bonjour. Bonjour. Alors moi, du coup, ma question va plutôt porter sur l'écologie et l'environnement. Hier, vous avez présenté, dans le cadre de votre parti qui s'appelle Horizon, la volonté de vouloir voir loin jusqu'en 2050. Moi, pour 2050, j'ai également identifié un autre objectif qui a été énoncé notamment lors du rapport spécial du GIEC en 2018 sur les conséquences d'un réchauffement planétaire qui est de 1,5 degré et sur le fait qu'on allait devoir atteindre l'objectif carbone zéro à cette même date. Vous n'êtes pas sans savoir, je pense, que l'environnement à l'heure actuelle, c'est une préoccupation pour nous les jeunes qui est assez omniprésente. Et je trouve ça très regrettable que ce soit une question qui soit énormément affiliée à des partis politiques de gauche. À l'heure actuelle, devant l'opinion publique, on ne peut pas forcément défendre l'environnement, en même temps pouvoir voter Macron ou voter à droite. Et je voulais savoir un peu votre point de vue sur cette question, sur le fait que l'écologie soit pas au cœur, soit forcément affiliée à un parti, et alors que pour moi, ça devrait vraiment être une question universelle et qui soit totalement indépendante d'une opinion politique. Vous êtes arrivé avec des cartes d'adhésion à Horizon, c'est ça? Non, je précise quand même, pardon, parce que je l'ai dit, que dans les deux piliers que vous décrivez à la fin comme étant absolument prioritaires, c'est dette financière, dette climatique. Au moment où il faut n'en décrire que deux, c'est ces deux-là. Il y a dans la question que vous posez, qui est une bonne question, il y a des champs différents et il ne faut pas les confondre. Le fait que la question de la planète, le climat, la biodiversité, la pression sur les ressources naturelles soit une question qui devrait être au cœur des débats et que chacun devrait se positionner dessus, je la partage. Je crois d'ailleurs qu'on y vient. Après, si cette question est effectivement une question centrale, et je crois que c'est une question centrale, il n'est pas du tout illégitime qu'il y ait des opinions politiques différentes sur ce qu'il convient de faire pour régler le problème. Et moi, je suis venu tard à ces questions, je le dis avec beaucoup d'humilité. Il y a des gens qui sont venus plus tôt. Tant mieux. Franchement, chapeau. Moi, j'y suis venu plus tard. J'y suis venu beaucoup plus tard. Mais bon, ça ne veut pas dire... Si je puis me permettre, vous êtes venu plus tard et avec ce point sur le nucléaire qui, pendant très longtemps, a été c'est peut-être un tout petit peu moins aujourd'hui, mais quand même le constitutif de l'identité même des mouvements écologistes en France, et sur lequel vous défendez le nucléaire. Oui. Oui, absolument, oui. Et je peux le faire, même si vous voulez. Je pense en effet que si... mais je dirai après. Pardon, je vous ai coupé, mais c'était juste pour dire que c'est dans l'ADN quand même. Mais que le sujet climatique, écologique, doivent devenir aujourd'hui un sujet dont tout le monde parle et sur lequel chacun doit avoir une réflexion, ça me paraît évident. Et d'ailleurs, ça me paraît assez largement le cas. C'est-à-dire que vous pensez que peut-être on n'en parle pas suffisamment. Moi, je trouve, et je m'en réjouis, que ce sujet dans les consciences des Françaises et des Français est maintenant un sujet évident. Il y a peut-être encore des climato-sceptiques, peut-être y en a-t-il dans cette salle, mais la vérité, c'est que, et heureusement d'une certaine façon, un très grand nombre de Françaises et de Français ont compris qu'on avait un sujet de pression sur les ressources naturelles, de transformation du climat, de biodiversité. Bon. Comment est-ce qu'on fait pour le régler? Il y a des options politiques différentes, il y a un débat politique différent. Vous avez des gens qui disent la meilleure façon de régler, ou la seule façon de régler, c'est la décroissance. Ce n'est pas ma position, c'est d'ailleurs pas la position de plein de gens, mais c'est un bon débat. Et il a lieu ce débat, il est en train d'avoir lieu, il va être compliqué. Hein. Il y a ceux qui disent il faut bouger dans tous les sens et il faut bouger très 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 vite. Et il y a ceux qui disent si on va très 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 vite, on risque de perdre en route un certain nombre de choses. Il y a un débat sur le rythme. Et ben c'est très sain. Heureusement qu'il y a un débat politique, heureusement qu'il y a des options démocratiques qui sont présentées. Moi, en la matière, ce qui m'obsède, c'est de bien commencer par définir les objectifs. Je ne crois pas qu'on puisse résoudre des problèmes si on se fixe tous les objectifs en même temps. Vous voyez, je suis plutôt un gars, je me dis, c'est quoi le plus important? 1, 2, on met le paquet sur 1, 2, et sans doute 3 et 4 sont importants, mais si on veut résoudre tout, il faut commencer par 1, 2. Bon, moi, les objectifs que je me fixerai en la matière, c'est 1, décarbonation de l'économie la plus rapide possible, parce que c'est elle qui, dans l'ensemble,
produit l'impact, enfin, est à l'origine du réchauffement climatique, donc décarbonation la plus rapide possible, et 2, préservation des ressources naturelles. Et quand je dis des ressources naturelles, je veux dire pas simplement des espaces naturels, je veux dire de l'ensemble de ce qui est une ressource. Donc, décarbonation, préservation des ressources. Et j'essaie de tirer les conséquences. Si l'objectif numéro 1, c'est la décarbonation, et c'est ce qu'on explique dans le livre, si c'est ça l'objectif numéro 1, et qui me paraît la priorité la plus urgente, alors, et je le dis avec la force de l'évidence, non, le nucléaire n'est pas la solution à la transition écologique, non. Mais si vous voulez régler le problème de la décarbonation de l'économie, vous ne pouvez pas le faire sans le nucléaire pendant au moins un bon paquet d'années. Ce n'est pas la solution, mais il n'y a pas de solution sans ça. Donc il faut faire un mix énergétique dans lequel, oui, il y a du nucléaire, parce qu'il produit massivement de l'électricité sans rejet de CO2, et il présente plein de risques, et il faut le faire de façon très sûre, et très contrôlée, et extrêmement contrôlée. Et il faut qu'il y ait de l'autre côté des énergies renouvelables, dans des proportions dont je mets au défi quiconque de trouver quelle serait la meilleure proportion. Est-ce que c'est 30%, 40%, 50%? Ce que je sais, c'est que ce n'est pas un truc à faire sur un coin de table en disant ça va être 50%, ce n'est pas administratif, il faut regarder les coûts, il faut regarder la capacité technique qu'on a à faire. Et si on fait ça, on arrive à produire massivement, c'est vrai, de l'électricité dont on va avoir besoin en décarboné. Ben voilà, je trouve, je prétends pas être écologiste. De toute façon, si je vous disais ça, il y a la moitié de la salle qui se bidonnerait. Mais je prétends savoir que si on ne règle pas le problème de la décarbonation de l'économie rapidement, on va vivre des moments difficiles. Et c'est un élu, c'est l'élu d'une ville qui vit à côté de la mer qui vous dit ça. Aujourd'hui, quand je fais un programme d'aménagement, quand je délivre un permis de construire, je suis obligé de repenser totalement mon urbanisme parce que peut-être, en effet, dans 20, dans 30 ou dans 50 ans, l'eau aura monté. Donc je sais très bien ce que ça implique, enfin je sais très bien, je vois très bien ce que ça implique dans les activités humaines. Et bien si l'objectif c'est la décarbonation, et pour moi c'est l'objectif, il faut développer massivement la décarbonation de l'économie. Et je vous en ai donné un exemple, je crois. Et malheureusement, j'aurais pas dû faire ma petite remarque sur le nucléaire. On va pas avoir le temps de prendre vos questions. J'en suis confus. J'ai essayé de vous donner la parole au maximum. Il est 11h30. En revanche, si vous avez envie de faire dédicacer ce Impressions et lignes claires paru chez Lattès, ça se passe sur le stand 45 de la Halle aux Grains. Et je pense qu'on peut remercier chaleureusement Gilles Boyer et Édouard Philippe.